Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Mise en Page, votre émission préférée sur vos radios préférées, Radio Vassivière, RTF Limoges, Radio Margeride. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, c'est une émission exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que Pierre Michon vient de faire paraître son tout nouvel écrit chez Gallimard, J'écris l'Iliade. En avant-première, un entretien avec Pierre Michon pendant toute cette heure, en Creuse, à côté de Guéret, où Pierre Michon vit, et puis se repose, et puis écrit, puisque Pierre Michon écrit beaucoup. Après avoir passé quelques années dans la difficulté à cause de la santé, Pierre Michon est reparti, à fond. Et ce J'écris l'Iliade est une merveille absolue. Sincèrement, j'ai rarement eu entre les mains un livre aussi puissant. Tout de suite, allons chez Pierre Michon, partageons ce moment exclusif avec lui pour parler de son dernier écrit, J'écris l'Iliade. Pierre Michon, bonjour. Bonjour mon cher Jean-Michel. Je suis tellement heureux d'avoir eu le privilège, l'honneur de lire dans les premiers lecteurs, parce que c'est Gallimard qui me l'a envoyé, ce merveilleux récit, J'écris l'Iliade. Ah oui. J'écris l'Iliade absolument incroyable, un bijou de 14 récits. Parce qu'Homère est revenu pour le dire. Ah oui. Ah oui, c'est ce petit truc que j'ai fait. C'est ce petit truc voilà, que vous avez fait. Un petit truc qui sort là début février. Ouais. Et moi, j'ai été bouleversé, ému. J'ai vibré physiquement, intellectuellement, parce que c'est un récit qui contient 14 récits. Je vous dis, c'est comme un diamant avec 14 facettes, qui contient tout, qui parle d'énormément de choses, qui parle de vous, Pierre Michon. C'est un récit autobiographique, mais en même temps pas. C'est un récit qui nous entraîne et nous fait voyager. On va au Caire, en Sicile, en Grèce. On voyage géographiquement, mais on voyage dans le temps, parce qu'on retrouve aussi les grands mythes. Et puis, on voyage dans la littérature. Et comme un diamant qui serait en fusion, le cœur, c'est la littérature. Et quel langage, et quel humour, et quelle puissance narrative. 14 contes, 14 coups de poing. Oui. C'est-à-dire que j'y parle surtout, effectivement, de la littérature, mais à la fois comme de la littérature comme essentielle au monde et comme totalement contingente. Les deux à la fois. C'est-à-dire c'est à la fois très important et sans aucune importance. C'est comme si c'était l'espèce des hannetons. L'espèce des hannetons, c'est extrêmement important pour la nature et pour le hanneton. Ouais. Mais c'est quand même un peu contingent. Alors, c'est ça qui apparaît, parce qu'il y a une sorte d'ironie constante, une sorte de distance constante. Au moment quand vous parlez de littérature, parce que vous n'en parlez pas tout le temps, vous revenez aussi sur des grands mythes, il y a beaucoup de sexualité oui, aussi, où tout fait corps. Oui, mais quand je parle d'autre chose, en sous-main, je parle toujours de littérature. Toujours de littérature. Même quand je parle d'accouplement sexuel. Enfin. Oui, tout fait corps, vous le dites. Le sexe, l'art, la guerre. Bien sûr, la guerre. Bien sûr. Et parce que quelles sont les deux grandes occupations de l'humanité? Quels sont les deux points forts de l'humanité qu'elle a par rapport aux autres espèces? Point fort ou point faible d'ailleurs. C'est, comme disait mon grand-père, que l'homme est l'animal qui fait l'amour en toute saison et qui s'est obsédé sur la question totalement avec le développement cérébral, qui est devenu l'obsédé sexuel de la création. Quoi. L'homme, donc, c'est l'amour et c'est la guerre. Ouais. Les animaux ne font pas la guerre. Ouais. On n'a pas la guerre des clans et du clan. Si, on a des attrapades territoriales entre deux clans de singes, ou de lions, ou de buffles, ou je sais pas quoi. Mais la guerre, comme occupation réglée et
comment dire, et fondant l'État, les pouvoirs. C'est-à-dire, en fin de compte, la politique n'est pas, comme disait Clausewitz, n'est pas la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est la politique qui est la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est sûr, enfin, tous les récits parlent de guerre. Les récits fondateurs, comme tous les autres. Même les guerres amoureuses qu'on raconte dans les romans à l'eau de rose maintenant. Même la guerre entre LGBT et anti-LGBT, tout ça c'est de la guerre. Tout ça, c'est de la guerre. Il nous faut de la guerre. Il nous faut du combat. Il nous faut du Nous combat. affronter. Non, c'est le... Qui est-ce qui avait cette expression géniale? Ah ouais, je ne sais plus. Enfin, un biologiste, un contemporain, un tendance écologiste. L'homme est le prédateur empathique. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'il castagne, qu'il tue. C'est même pas pour bouffer. Mais il a pitié des autres qui tuent. Et il essaye de les ménager. Est-ce qu'en amour, on est comme ça, Pierre Michon? Est-ce Ah, qu'on pareil. est aussi prédateur, empathique en amour? pareil. Dans la sexualité, dans l'acte amoureux? Dans l'acte. Il y a une violence dans l'acte Ça empathique. dépend des goûts, mon cher Jean-Michel. Extrait de J'écris l'Iliade de Pierre Michon. Hélène revient. Le chant 8, pourrait-on dire. À ce moment-là du récit, nous savons que l'instituteur Pichon a rendez-vous avec une mère d'élèves sous un arbre, un grand chêne, et le narrateur est témoin des ébats. La brise avait tourné. On ne sentait plus les relents des porcheries de Saint-Chartier. Au reste, un sioux qui bande ne s'occupe pas plus des effluves du bison qu'un ilote du noyau d'une olive. J'étais allongé de tout mon long sur l'humus, la terre gelée me caressait, j'avais les amants au ras des yeux à travers les touffes cuites. Elle parla, des ellipses ou des mots de passe qui étaient des désirs plaintifs mais ressemblaient à des ordres. Elle dit qu'elle méritait tout, qu'il la punit bien, qu'il lui fit tout, sa fête, qu'elle fut, vous me donnerez tout. Elle baisait le pantalon de Pichon, elle s'était mise à genoux, et ceux-ci cherchaient un équilibre instable sur le lacis malaisé des racines. Elle les ouvrait et les refermait selon la pente que leur donnaient les ébats. Les hauts talons miroitaient, les bas commençaient à filer. Les genoux des reines vaincues dansotent de la sorte quand elles se rendent, tombent à genoux, en plein désert ou sur le marbre d'un palais. Pichon, comme moi, ne pouvait pas ne pas y penser. Le sexe, la guerre, l'art, leurs alliances secrètes sont tapis dans nos premières lectures. Ce qui est décrit dans le livre, dans, par exemple, Hélène revient, on ressent ça, malgré tout. Ah oui, il y a vraiment, La je scène crois sous le que chêne. personne au monde, depuis que la littérature a été inventée, n'a décrit avec autant de minutie une fessée sexuelle. Ouais. Personne. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est tout à fait vrai. Vous êtes bien au-dessus de Rousseau, là, pour le coup. Ah, mais Rousseau, il est trois fois rien. Oui, trois fois rien. Alors que là, on assiste à une fessée, à en mouiller son pantalon. D'ailleurs, le narrateur, je crois qu'il a un peu taché son pantalon. Voyons, Jean-Michel. Oh, écoutez, Pierre, je crois quand même que enfin, les lectrices et les lecteurs vont le lire. Je conseille d'ailleurs de lire régulièrement J'écris l'Iliade avec un Kleenex pas très loin, et pas seulement parce que vous allez pleurer. Bref, je n'en dirai pas plus. Vous avez pleuré? Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré lorsque j'ai lu J'invente un Dieu. C'est quelque chose. Alors ça, c'est un réalisme. Ouais. C'est presque tout vrai dans ce truc. J'ai trouvé bouleversant cette histoire. Ouais. Bouleversante. Bouleversante parce que c'est l'idée, et on le voit beaucoup dans le livre en fait. On voit beaucoup dans J'écris l'Iliade. C'est peut-être pour ça que c'est touchant, qu'il y a une sorte d'idée constante, comme on a dans les romans d'apprentissage.
sans arrêt de renaissance, j'allais dire de rémission, de renaissance à quelque chose. Ouais. Ici, c'est le retour de l'inspiration. L'inspiration, c'est un thème très important dans les 14 récits, on y reviendra. Mais par rapport à la vie, par rapport à l'imagination, par rapport à l'amour aussi, on retrouve beaucoup cette idée-là. Ouais, et j'étais ouais. très ému par ce texte de cet Ouais, moi, auteur-là. j'aime beaucoup aussi. C'est le plus intime. Oui. Puis alors, il y a, comment dire, comme cet ensemble, j'écris l'Iliade, est une sorte de retombée des vies minuscules, en miroir. C'est le contraire des vies minuscules. C'est le contraire des vies minuscules. Et dans cette histoire dont vous parlez, il y a la façon dont les gens d'ici, de la Creuse, ont lu, ont acheté, quoique j'aurais dit non, pas les vies minuscules, en me disant après, tu sais, c'est trop difficile pour moi. Vos copains au bar d'ailleurs, au bar des chasseurs, ils vous Voilà. disent que lorsque vous allez prendre votre bain de frères, Mais qu'est-ce que c'est pas beau grave. cette expression. J'ai été content. C'est le hasard. Là, j'étais à un carrefour du texte. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et d'abord, je me suis dit, tiens, j'ai placé le christianisme. Mes essais n'ont pas été bons. Mais je me suis dit, le christianisme, c'est aime ton prochain comme toi-même. Il va aller faire un tour au bistrot, il va trouver des mecs d'ici. Et ces types m'ont été, ils sont tombés sur la table. Le vieux, c'était un copain très cher de mon grand-père, Victor, et il commençait au vin blanc à 7 heures du matin jusqu'à sa soupe, après quoi il allait dormir. Il n'était jamais sous, jamais. Il a été maire très longtemps de la commune de Montréal. Ah oui. C'était un type très intelligent qui lisait des romans, enfin bref. Un autre, alors, qui est Roussy, là c'était son nom véritable Roussy, enfin Victor c'était son prénom, Roussy son vrai nom, qui était un ouvrier maçon venu de la banlieue parisienne, et qui était, quand il était bourré d'une violence inouïe, mais qui était en fait un bon type. Enfin. Et le troisième, Lucien, cet ouvrier agricole à moitié demeuré, a existé aussi. Enfin. Il pêchait les truites à la main, il allait les donner à des gens chez qui il savait qu'il aurait beaucoup à boire, ou bien qu'il filerait un litre. Comment est-ce que vous avez fait, Pierre Michon, pour retrouver autant d'authenticité, autant de sincérité dans ce récit? Parce que dans ce que vous nous livrez là, dans différentes histoires, mais que ce soit dans la première histoire, lorsque vous prenez le train pour aller à Lyon, lorsque vous êtes au car, là dans cette histoire J'invente un Dieu, où vous êtes dans un chagrin finalement, amoureux, où il y a ce besoin de femme comme il y a ce besoin de frère, de fraternité. Ouais. Comment est-ce qu'on fait dans la distance avec le temps pour retrouver ces souvenirs, retrouver cette intériorité-là, retrouver tout ça? Je ne peux pas vous dire. Depuis que je suis, comment dire, un petit peu amoindri, quoi, par les souvenirs affluent avec une force qu'ils n'avaient pas lorsque j'étais entièrement en bonne santé. Ils reviennent. Moi j'ai l'impression, dans l'écriture, dans ce que j'ai lu, de ces 14 récits, qui n'en font qu'un, là j'écris l'Iliade, qu'il y a un jaillissement, je vous l'ai écrit, hein, quand j'ai fini le livre, tout est puissant, limpide, c'est un torrent d'écriture, mais maîtrisé. Maîtrisé parce que chaque phrase est tenue, et ça n'empêche pas un flot, c'est un torrent, et c'est sublime, c'est limpide. Tout s'y côtoie avec merveille, l'intime, le sublime, les dieux, les hommes. Oui. Il y a quelque chose d'incroyable dans ce récit. Oui, les dieux, finalement, j'ai beaucoup pensé
à la façon dont les Grecs, et beaucoup lu Mmh. sur la façon dont les Grecs vivaient les dieux. Et les dieux, c'était les dieux. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est simplement des puissances plus fortes que nous et immortelles. Ça n'est pas... On peut les rencontrer, je veux dire, souvent on les voit, quoi. Et des fois on les reconnaît, on fait semblant de ne pas les reconnaître. À un moment, comment il s'appelle, Hermès, qui s'est pris de pitié pour Priam, quand on tournait Priam, quand Achille fait... pardon, pas Priam. Quand Achille fait tourner Hector, le cadavre d'Hector autour de Troie tous les jours. Que Priam va le supplier, justement. Oui, ben justement, quand Priam, comment dire, il ne se décide pas à y aller. Et Cupide dit, il faut y aller, sa femme. Et là, il rentre un jeune homme qui avait l'âge d'un mec qui était à sa première barbe. Et Priam dit, tu peux te déguiser en lui-même. Tu peux toujours te déguiser. Je t'avais reconnu, Hermès. Et Hermès lui dit, allez, viens avec moi. Oh, vous croyez, jeune homme? Tu seras protégé. Les dieux, c'est bizarre. Ce ne sont pas des... Ils sont lunatiques aussi, il faut dire. Ils sont extrêmement lunatiques. Et puis, comme ils ressemblent beaucoup aux hommes, ils ne pensent qu'à baiser. Oui, c'est ça. Les dieux, d'ailleurs, on en mourrait, nous, on en meurt de cet excès de sexualité. Vous le dites à un moment, hein, par rapport à ça. On est comme les dieux, on pense qu'à faire cela, mais nous, si on allait dans cette sexualité avec autant d'excès, on en meurt. Cette puissance-là. Mais cette puissance, ça vous plaît, cette énergie, Pierre Michon, qu'ont les dieux, cette puissance de vie. À quel homme ça ne plairait pas? Ben oui, bien sûr. Il y a des Ou gens... à quelle femme pour Aphrodite? Bien sûr, bien sûr. Mais il y a des gens qui vivent sans cela. On dit d'ailleurs aujourd'hui que la modernité, est-ce que c'est Internet, est-ce que c'est les écrans, que les jeunes font moins l'amour. Ah oui, ça, il paraît. C'est une catastrophe sans mort. Ouais. Non, je crois que c'est dû à la liberté sexuelle absolue, quoi. Ouais. Quand c'est un secret jusqu'à 14 ans, ça a une autre puissance d'attrait que quand c'est baratiné jusqu'à 14 ans. Pas de doute. C'est comme si vous avez entendu parler jusqu'à 14 ans qu'il y a un truc qui s'appelle manger. Qu'est-ce que ça fait? Ça doit être bon. Et à 14 ans, on vous sert un plat de morille au canard. Ouais. Putain. Trop tôt, on a trop de choses apparemment. Ah mais oui, enfin, je sens bien que la chose sexuelle n'est pas du tout centrale. Mais pour tous les jeunes que je vois de près, la chose sexuelle n'est pas centrale. Comme elle était pour nous. Comme elle était pour nous. De notre génération. Je me souviens, le dé à coudre fuyait tes doigts malicieux, les lunettes fuyaient tes yeux, les objets semblaient se dissoudre. Quand tu les appelais, je crois, ils revenaient autour de toi. Quand tu les appelais, je crois, ils revenaient autour de toi. Les petits dieux de la maison souriaient en te voyant faire, avec amour et des raisons, si maladroitement ma mère, au long des jours, au long des mois, t'usant le cœur, t'usant les doigts à des besognes ménagères, comme un ange un peu maladroit. Je me souviens dans le potage, le sel était trop abondant, ça brûlait mystérieusement.
Nous cependant nous restions sages car ton sourire était si doux que nous ne goûtions rien du tout. Car ton sourire était si doux que nous ne goûtions rien du tout. Les petits dieux de la maison souriaient en te voyant faire avec amour et déraison si maladroitement ma mère, au long des jours, au long des mois, t'usant le cœur, t'usant les doigts, des besognes ménagères, comme un ange un peu maladroit. Je me souviens de notre enfance, on disait, comme ils sont nombreux, sur notre appétit monstrueux. Tu te lamentais, il me semble, mais à table vite attendrie, tu invitais tous nos amis, mais à table vite attendrie, tu invitais tous nos amis. Les petits dieux de la maison, un jour ont choisi de se taire, d'autres mains rangent le salon. Mais où est ton amour, ma mère? Devant ce silence et ce froid, ton ombre m'apparaît parfois, cherchant s'il n'y a rien à faire, comme un ange un peu maladroit. Jean-Michel Arnaud. Mise en page. Aujourd'hui, émission événement, entretien avec Pierre Michon pour J'écris l'Iliade. Je reviens à parler littérature, et j'en reviens à parler d'Homère et de Michon. Est-ce que c'est pas Michon qui a inspiré Homère? Oui, ça je me le demande. Hein, moi aussi je me le demande. Je dis ça parce que finalement, il y a interpénétration, j'allais dire, entre les écrivains. C'est ce que vous dites dans l'écriture. C'est que finalement, parce que Borges est un peu d'accord avec vous, et peut-être Roland Barthes aussi là-dessus, que quelque part, tous les auteurs n'en forment qu'un. Il n'y a qu'une seule main. Il n'y a qu'une seule main. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette Ça, histoire? moi j'en suis de plus en plus certain. Mais en vous lisant, on en est certain aussi. On se dit, il a raison. Il est sur une piste. C'est le langage lui-même Ouais. qui fait sa grande consécration. Mais c'est une idée formidable, ça. Non, c'est une idée qui traîne depuis longtemps dans les milieux littéraires. Ouais. C'est une idée qu'avait De Quincey, par exemple, qu'a eu Borges. Il y en a d'autres qui l'ont eu. Rabelais. J'ai énormément pensé à Rabelais en écrivant ce livre. On sent effectivement l'ironie, l'humour derrière. Cette façon de regarder le monde et de se regarder soi avec cette bonhomie. Ne prenons pas trop les choses trop au sérieux, même s'il y a de la gravité, on reste quand même dans une distance. Faisons jouer heureuse. tout ça par des géants bonhommes. Ouais. Voyez. Et ce qui est proche de Rabelais aussi, comme de Joyce ou de Borges, c'est le poids de l'érudition. Ouais. C'est le recours aux textes anciens, aux histoires anciennes, etc., antiques. Ce qui m'a intéressé, c'est la mise à distance de vous-même, Pierre Michon, dans le texte, où par deux fois, vous regardez, vous êtes regardé par quelqu'un d'autre que vous imaginez. Par un certain réalisateur qui s'appelle Pierre Mène, et puis par un monsieur Delisle, qui écrit un texte sur Circé et qui dit « il faudrait que je le montre à Michon ». Même si Michon, il a écrit surtout des trucs sarcastiques et un peu gnangnan. C'est Michon qui écrit ça, quand même, derrière. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette mise à distance qui vous C'est écrivez avec pour beaucoup rire. d'humour bien sûr, voilà. On rigole dans ce bouquin aussi. C'est pour rigoler. Et c'est pour rigoler. Et c'est pas le contraire de la vérité, jamais. Il y a un côté, dans mon sentimentalisme, des vies minuscules, par exemple, il y a un côté gnangnan. Non mais c'est incroyable que vous disiez ça, Pierre Michon, en même temps. Personne ne dit ça de vous. Personne, tout le monde vraiment vous voit comme le plus grand écrivain vivant, et vous arrivez en disant Michon, oui, cette écriture gnangnan et sarcastique. Mais c'est ce qui rend ce texte aussi magnifique.
c'est l'intelligence de la grâce. Je pense à un autre auteur contemporain. Je ne veux pas dire du mal plus que ça, un certain Richard M, qui s'invente un double. Mais jamais il aurait cette distance avec lui-même. Il dirait, j'ai lu de Richard M avec... Bien sûr, il n'a aucune prodigieux. distance par rapport à lui-même. Oui. Alors que vous aussi, vous êtes dans la distance, vous êtes dans presque l'autodérision. Je n'irai pas jusque-là. Non ? Parce que ce gars, dans l'histoire qui s'appelle Une langue pure, ce vieil homme de mon âge, a quand même un jugement sûr et tout ça. Enfin, Oui. Et le jeune écrivain, il a beau le rudoyer un peu en parole, il a pour lui beaucoup d'affection et un reste d'admiration. Tout à fait. Mais vous êtes conscient de ça. Vous l'écrivez. Vous êtes conscient, Pierre Michon, d'avoir un poids important dans la littérature, d'avoir eu aussi. Vous le dites dans différentes nouvelles. Je pense notamment que vous êtes en Grèce, etc., où vous êtes reçu, où on vous reçoit vraiment comme l'écrivain, où les gens sont vraiment se prosternent quasiment devant l'auteur que vous êtes. Mais vous-même, vous regardez là, avec un moment, la distance du temps, comme si ces choses-là... C'est-à-dire que cette histoire-là, que moi j'aime beaucoup, dont vous ne m'avez pas parlé tout à l'heure, vous n'aimez pas celle-là. Bon. Ah, pourquoi c'est qu'on n'en a pas parlé? Laquelle? En Grèce? Parce que celle-là, vraiment, il n'est question que de l'amour et de la guerre. Oui. Quoi qu'on ne soit pas dans un pays en guerre. Enfin bref. Le fantasme d'une femme dont la jouissance serait seulement dans être violée. Oui. Or, quel est le destin premier de la femme dans la guerre humaine? C'est d'être un butin qu'on viole. Oui. Je veux qu'on en parle de ce récit. Il est très important parce que... Au niveau anthropologique, c'est extrêmement important. C'est important. C'est la plus inventée. Ouais. C'est-à-dire que j'ai bien rencontré une dame là-bas, mais ça a été une petite aventurette sans lendemain ni intérêt particulier. Ouais. Ce n'est pas cette femme que je mets en vedette. Et d'ailleurs, le texte était commencé sans elle, pour tourner sur autre chose. C'est un texte qui voulait partir, qui voulait introduire mes deux nouvelles sur Alexandre, et qui partait du tombeau des parents d'Alexandre, enfin de Philippe II, que j'ai visité là. J'ai branché tout ça sur cette femme. Je reviens par rapport au fait quand vous parlez justement du viol. Quand vous parlez du viol et de la souffrance des femmes, et que toute la souffrance des femmes et aussi finalement de notre société repose là-dessus. Et vous prenez beaucoup la défense des femmes, en fait, Pierre Michon, dans ce texte-là. Oui, c'est vrai. Oui. Et vous dites, on tourne autour de cette histoire, la guerre et les viols. J'étale un peu d'anthropologie. La guerre est d'abord mainmise sur les biens. Le bien le plus précieux est la femme. Le rapt et le viol fondent la sexualité de l'espèce. Un vrai désastre, l'espèce humaine. À présent, comment dire, le mot viol, comme on l'emploie aujourd'hui, c'est-à-dire les trucs dans les parkings, enfin je sais pas quoi, mais le viol, quoi, le viol. Il ne faut pas lui donner le même sens quand on parle des femelles néandertaliennes engrossées par les sapiens, ou inversement. C'était plus coutumier, si je puis dire. Tout à fait. L'esclavage antique, quand il ramenait... regardez les belles dames, après la guerre de Troie, les reines, tout ça. C'est des chefs qui s'en emparent, et ça n'est pas pour leur faire tourner une roue de moulin. C'est pour... C'est ça, on reste dans cette masculinité intense. C'est pour coucher avec elle. C'est-à-dire que l'esclavage, c'est une question extrêmement importante,
Parce que dans l'Antiquité, je voulais faire un truc sur les esclaves, mais je n'ai pas eu le temps. Mais j'en ai mis une dans ma pièce, là. Pièce de théâtre qui arrive. Hein? Une pièce de théâtre qui arrive. Ouais. Ouais. Les esclaves, féminins et masculins, parce qu'ils violaient aussi bien les mecs que les filles. C'est un statut bizarre. On est vraiment corps et âme au maître, au propriétaire. On est un bien. On est un bien. Quelque chose de cela. Je reprends la phrase qui est juste là. Les Sabines, le viol au long cours, le viol statutaire de l'esclavage, le viol dans le mariage, et pour finir l'amour. Peut-être Daphné devrait-elle essayer de se convertir au progrès, à la position de la belle captive, Briséis sous Achille, Perséphone sous Hadès. Veut-elle que, le désir me reprend, je lui en serre la nuque. La classe. Oui, mais tout est comme ça dans le livre. Tout est comme ça. Ça fuse, ça jaillit. Oui, c'est-à-dire que idéologiquement, je suis contre l'idée d'exploiter la femme, mais pratiquement, je l'exploite. Le paradoxe. Mais nous sommes tous des êtres de paradoxe à cause de la torsion intenable de notre espèce. Cette espèce... Je pense que vous allez recevoir, Pierre Michon, énormément de livres. Les lectrices et les lecteurs par milliers qui vont vous lire après l'émission, mais après les autres émissions. Vous allez en recevoir plein. Quelle idée de voir brûler tous vos livres. Je reçois déjà beaucoup. Ben oui, mais vous allez en recevoir beaucoup. Les gens vont dire, mais Michon, c'est pas possible qu'il ait brûlé tous ses Pléiades, qu'il s'en soit débarrassé. Il faut qu'il les retrouve. Vous allez crouler sous les bouquins, Pierre Michon. Qu'est-ce qui vous a pris? Ah, mais quelle idée sublime. On va pas en dire trop, faut laisser la surprise. Quelle idée sublime. Faisons table rase de tout. Cette scène de l'autodafé finale, il y a très longtemps que je l'ai dans la tête. Ouais. Ce trafougeau. Le trafougeau. Ouais. Et je mets le mot, je crois. Vous mettez le mot, trafougeau. C'est le seul mot patois qui doit apparaître. C'est vrai. Qui veut dire, trafougeau, c'est le transfeu, quoi. Le feu, au-delà du feu, le feu. Ouais. Une trafouja. Oh. Et il fait une trafouja. Oh. Ouais. Le livre se termine sur cette image de disparition. Alors évidemment, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'un bilan chez Michon, là, qui va avoir 80 ans cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose de... non, je vais avoir 40 ans. 40 ans, pardon. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a ce regard-là, un peu... Voilà. Mais en même temps, non, c'est une renaissance. Oui. C'est la renaissance, c'est la vie derrière. Oui. C'est le phénix. Ouais. Ô beau phénix, tu me reçois. Et... Enfin bref. Il y a de ça chez Pierre Michon. Oui. Depuis quelques années, depuis longtemps, une renaissance permanente. Depuis toujours. Je vis sur le mode fantasmatique de la mort suivie de renaissance. Une renaissance perpétuelle, une renaissance à soi-même. Je suis mort souvent. Ouais. Et je suis souvent rené. Qu'est-ce qui vous aide à revivre? L'amour? Ah, cette fois, il y a eu l'amour, oui. Très fortement. Mais il y a eu d'autres trucs qui se sont branchés dessus. Le fait que, justement, je sois obligé de rester plus ou moins allongé toute la journée et que je puisse laisser affluer vers moi tous ces souvenirs. Et le fait d'être approché réellement de la mort. Là, je crois que ça m'a libéré de la peur de la mort. Totalement. Je n'ai absolument plus aucune peur de la mort. Je veux dire de la mort comme désagrégation des chairs, comme pourriture, etc. C'est comme si j'étais dans un sous-bois. C'est comme l'humus qui sent un peu au début.
Il y a plein de projets. Il y a la pièce. Alors, il y a le livre là qui va sortir, qui a un avenir prodigieux à mon avis. J'écris l'Iliade. On a envie de le lire à voix haute, on a envie d'en faire des pièces de théâtre, on a envie de le faire découvrir, on a envie de l'offrir. On se dit, ça fait effectivement des années qu'il n'y a pas une chose écrite aussi belle. Tout est dans ce livre. Et pièces de théâtre qui arrivent. D'autres projets qui sont là. Enfin, c'est extraordinaire, Pierre Michon. Dans un de mes trucs au programme, c'est faire un carnet spécial projet. Ouais. Parce que dans tous mes autres carnets, il y a projet. Alors, il y en a tout un carnet, c'est-à-dire j'ai 100 titres et 100 idées, mais lequel je vais prendre? Je crois que là, il me faut, après ces trucs à documentation historique sur les Grecs, donc c'est deux, j'écris l'Iliade et la pièce de théâtre, je vais faire un texte contemporain sans documentation, directement sur des souvenirs personnels, mais qui ne sont pas ni un journal, ni des souvenirs, ni des mémoires. C'est-à-dire que je ferai, comme dans celui-là, de la biofiction, de l'autobiographie, certes, mais aussi de l'autobiofiction. C'est-à-dire, voilà, il y a du boulot. Okay, Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street, dancing in Chicago, down in New Orleans, in New York City. All we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. There'll be swinging, swaying, records playing, dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So come on, every guy, grab a girl, everywhere, around the world. They'll be dancing, dancing in the street. It's an invitation across the nation, a chance for folks to meet. They'll be laughing and singing and music swinging, dancing in the street. Philadelphia, PA, Baltimore, Messina. Don't forget the Motor City, on the streets of Brazil. Back in the USSR, don't matter where you are. All we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. There'll be swinging, swaying, records playing, dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So come on, every guy, grab a girl, everywhere, around the world. They'll be dancing, they're dancing in the street. Way down in LA, every day, dancing in the street. Crossing China too, me and you, dancing in the street. Jean-Michel Arnaud, Mise en page. Aujourd'hui, émission événement, entretien avec Pierre Michon pour J'écris l'Iliade. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans J'écris l'Iliade et qui m'a beaucoup plu, c'est la façon de faire parler les autres. Vous parliez de vos copains au bar des chasseurs, là, de Quai de Moriou. C'était assez rare chez vous, le fait d'ouvrir la parole comme ça aux autres, avec dans Oh, mais une grande c'est- simplicité. Je n'ai que excessivement rarement
fait des dialogues, Rarement. d'une rareté énorme. Et là, on trouve une légèreté, une beauté dans les dialogues. Dans, par exemple, justement, j'écris l'Iliade, le dernier récit, avec ce brave Alcide, qui donne des conseils pour allumer le feu. C'est merveilleux, ce dialogue. Alcide. Vous êtes magnifiques, tous les deux, avec Il avec existe, Alcide. vous savez. Et oui, Et vous savez qu'Alcide, c'est un des noms d'Hercule dans l'Antiquité. Oui. C'est Hercule Oui. qui m'aide dans ma tâche. celui qui aide, celui, effectivement, l'ami proche qui Moi, aide. ce que j'aime, c'est... Il y a une chose que j'aime beaucoup dans ce que j'ai écrit, dans cette dernière histoire. Il va brûler ses bouquins, il m'aide parce qu'il n'a pas envie d'aller à la chasse. Oui. Il était parti pour la chasse. Il m'aide, et puis tout à coup, c'est pendant que brûle Homère, il regarde tout ça, il dit tout à coup, il réfléchit à ce qu'il fait au début, il dit, ah ben Pierrot est embêté, je vais l'aider à faire son boulot, là. Mais tout à coup, il dit, c'est quand même triste, ça. Oui. tous ces livres, le mot livre a du mal à passer ses lèvres parce qu'il n'a pas l'habitude de l'employer. C'est ça. Mais il sait que c'est précieux. Il juge pas. Ça l'embête un peu quand même de voir que Pierre Michon brûle tous ses bouquins. Mais puisqu'il l'a décidé, il ne le juge pas, il va lui filer un coup de main. Mais quand même. On va faire une carène. Ouais. Faire une garette, c'est ça. Une garette, ben lui, c'est pas ce qu'il sait. Il sait pas, Michon, ce que c'est qu'une Et garette. vous Donc avez il lui vu qu'il y a explique. 2 dieux, Oui, 3 dieux même dans le dernier. oui, Il y a les 2 dieux qui montent du fond, mes vieux ennemis, c'est ça. le lecteur, l'auteur et l'éditeur. Je les ai pas reconnus. Ils existent en vrai? Hein, Je les ai pas reconnus. ils existent. Ils existent. Il y en a un qui est mort, l'autre pas l'autre. C'était mon éditeur Bob, D'accord. le portrait Ouais. d'Albert. Ah oui. Albert. Et, mais il y a un 3e dieu que je sacrifie. C'est la petite grenouille rainette. Vous savez que je fous au feu. Là, c'est un mauvais geste. C'est un mauvais geste. D'ailleurs, c'est elle qui me fait honte après, plus encore que les bouquins, même si je ne le dis pas en toutes lettres, et qui me force à écrire l'Iliade, à C'est prendre ça. cette bonne résolution. De tout réinventer. Le monde est à écrire. Voilà. La littérature est à refaire. Mais vous savez, à chaque bouquin que vous écrivez, toute la littérature est à refaire. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que il faut toujours faire comme si on faisait le premier bouquin de sa vie et le premier bouquin, enfin, pas en général, mais de sa génération. C'est-à-dire faire à la fois que ça soit neuf et que ça soit informé de tout ce qui a été fait en littérature. Il y a un rapport avec le créateur Dieu, évidemment. On le voit dans le livre aussi. On le voit dans une des nouvelles, notamment La mort d'Alexandre, où il y a quelque chose qui fait que, et si Homère était divin, et si donc les auteurs et Michon avaient quelque chose de divin en tant que créateur. Ah oui, c'est vrai que c'est dans cette histoire-là. C'est vrai. Mais j'ai tenu à distance Dieu parce que je ne pouvais pas à la fois aller dans le judéo-christianisme et dans le paganisme grec. Il fallait, vous voyez, ça aurait été sans arrêt un contrage de tout ça. Donc il fallait que je m'en passe. C'est pour dire la profondeur de cet écrit, Pierre Michon, de J'écris l'Iliade, parce que, comme je vous disais, on commence, on ouvre une porte autobiographique, sans doute, avec ce départ pour Lyon, pour le service militaire. Ah ça c'est... Alors là, ces pages sur la locomotive ont été écrites il y a 10 ans, pas comme ça. Ouais. Il n'y avait pas l'histoire de la femme, Mamma Mia, il n'y avait pas l'histoire de la femme, il n'y avait pas... Enfin, c'était tout à fait différent. Ouais, ouais. Parce que cette nuit-là est effectivement un très fort souvenir dans mon esprit. Et c'est un départ homérique.
C'est le départ du héros, c'est presque le départ d'Ulysse. Oui, oui, oui. C'est went down to the ships, comme commencent les cantos de Sarabande, et ils descendirent au vaisseau. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais j'ai un très fort souvenir, parce que j'étais complètement bourré d'amphétamine, de barbiturique, de calmant que j'avais pris c'était pour passer mes 3 jours, c'est-à-dire pour être admis au service militaire ou non, après mon sursis d'étudiant. Et je ne voulais pas. Donc je me suis dit, je vais me faire passer pour fou, comme beaucoup. Donc je me suis chargé jusqu'à la gueule. Et dans ce train, j'ai éprouvé un bonheur ineffable. En train de nuit, je me disais des poèmes. Et il y a eu effectivement un arrêt pour refaire l'eau, vous savez, dans ces locomotives, avec ce halètement qui était vaguement sexuel, oui, et qui m'a excité. Il y a celui-là, et puis il y a un autre voyage en train où vous partez, vous êtes effectivement au quart et vous n'êtes pas bien parce qu'on vous a plaqué, et vous partez à Paris, bien décidé, avec une hache sous le bras que vous récupérez, on connaît même la marque de la hache, et vous partez avec votre hache, liquider celui qui vous a piqué votre nana. C'est une hache, le borgne. Le borgne. Ouais, et là, vous partez, vous allez à Limoges prendre le train, vous y allez. Et là, c'est vrai cette histoire? Non. Ah. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que je voulais me venger. J'ai pas fait ça. Mais c'est vrai que j'ai relu à ce moment-là la phrase de Bougainville qui me sert et qui sert au titre. Ça s'appelle Malamat Tamare. Ouais. Et c'est une phrase des Tahitiens anciens dans Bougainville pour décrire l'état de guerre. Ouais. Bref. Et ce titre m'a fait rire parce que je me suis dit, dans un premier temps, je me suis dit, je ne vais pas l'appeler comme ça. Ça s'appelait H. Ouais. Ah oui. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais si je mets Malamatama, personne ne verra que c'est du tahitien. Ils croiront, soit les abrutis comme moi croiront que c'est du grec, soit les hellénistes croiront que c'est du linéaire B, ou vous savez, les langues qui précèdent le grec, le linéaire B, le mycénien, tout ça, ces langues. C'est pas si mal, ça sonne un peu comme du grec, malama, tama. Et c'est ce bruit que vous entendez sur le lit du train, comme ça, que vous répétez, plein d'alcool et d'autres substances, et qui vous donne cette idée-là. Et en patois, malama, tama, yéma, maman, j'ai mal à ma mère. Yéma, maman, j'avais mal à ma mère. Elle est citée, votre mère d'ailleurs, vous la citez de temps en temps. Vous la citez, votre maman, de temps en temps. Mais en disant, oui, j'ai aimé ma mère et alors. Voilà. Il y a des choses comme ça, où il y a par touche. Ah oui, je le mets. Elle est là. Dans la maman, la couturière, qui prépare les fétiches pour l'instituteur et le petit. Il y a quelque chose de touchant, Pierre Michon aussi. Vous dites à un moment, le mot fait advenir le sens, dire fait advenir et infinitise ce qui advient. Le fait de dire, qui va entraîner donc, qui va entraîner une action, un acte, enfin, qui va donner corps à quelque chose. Oui, bien sûr. Parce que vous êtes un peu comme ça, Pierre Michon, quand même, j'ai l'impression, que vous rêvez beaucoup, vous rêvez beaucoup les choses. Est-ce qu'on a besoin de tout vivre pour les vivre? Est-ce qu'il ne suffit pas de rêver les choses, finalement, pour qu'elles existent? Ah oui, bien sûr. Pour qu'elles existent, si elles sont rationnelles. Oui. Quoique non, parce que la lampe d'Aladin,
c'est pas rationnel et ça marche bien aussi. Il suffit d'écrire, d'imaginer des personnages et de leur faire vivre des histoires pour qu'ils naissent au monde, finalement, c'est le rôle de l'écrivain. Ouais. Homère a-t-il existé? On s'en fiche. Mais enfin, celui qui a inventé Non, tout cela, je m'en fiche pas. non? J'ai pris le parti là de faire comme s'il existait, Oui, oui. mais je me suis demandé en commençant s'il n'y aurait pas des histoires sur ceux qui furent Homère. Vous voyez, Ah oui, oui, oui. mais non, finalement, j'ai pas du temps. Et puis la place, quoi. Parce qu'il me disait toujours chez Gallimard, il faut arrêter, là, ça va être trop long. Ce qu'il y a de très beau dans votre récit, c'est l'hommage que vous faites aux écrivains. Justement, là, on n'est plus dans le bain de frères, mais quoi, quelque part, dans cette force qu'il y a chez les auteurs d'inventer des mondes, et puis plein d'échos. On s'en fout du temps, finalement. La chronologie n'a pas d'importance. Je vous le dis d'ailleurs, c'est l'Occident qui a inventé la chronologie. La chronologie n'existe pas. Ouais. Borges le disait très nettement. Voilà. Borges, qui parle avec Homère, qui parle avec Stevenson, qui parle avec Michon. Cette Et qui communauté. Que Homère est une invention de Shakespeare. C'est ça. Extraordinaire. L'autre aveugle, ça s'appelle. C'est magnifique, ça aussi. Alors, ce que j'aime dans ce texte, et qui était vrai, c'est que on a sympathisé avec la veuve de Borges qui est morte. Elle est morte du Covid, à mon avis. Mhm. Je dis, et c'est vrai, je dis qu'on est chez Homère, quoi, ça. On est chez Borges. Et la dernière phrase, c'est, pour finir, nous avons fait des selfies chez Homère. Et nous avons fait, effectivement, C'est ça. pas des vrais selfies, c'était la fille qui m'avait amené, qui nous prenait en photo en groupe, mais bon, c'était pareil. Ouais. Je vous les ai montrés, peut-être. Non, je ne les ai pas vus. J'aimerais bien les voir. C'est vrai, c'est vrai. Pierre Michon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 et pour la suite des aventures? Me donner beaucoup d'années à vivre. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que jusqu'à il y a 2-3 ans, jusqu'à ce que l'amour et la résurrection me revisitent, j'étais un auteur un peu inhibé du type malarméen, c'est-à-dire j'écrivais peu. Or maintenant, je suis devenu un auteur du type hugolien, c'est-à-dire j'écris beaucoup, hugolien ou simnonien. Donc, Qu'est-ce qui a débloqué les il me choses? faut du temps Qu'est-ce qui a pour débloqué? écrire. J'ai encore à écrire Les Misérables, Ouais, c'est ça. Notre-Dame de Paris. Oui, pourquoi pas le Comte de Monte Cristo? Alors si c'est adapté au cinéma, bonjour. Alors là, Ensuite, si c'est adapté au cinéma, il y aura quand même. oh des là, il y choses à aura se du faire. blé. Oh là 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 là. Oui. Ouais. Là, je crois qu'il n'y aura pas d'adaptation. Allez savoir. Moi, s'il y a un rôle pour moi, je le prends en tout cas. Ah, mais il y a un rôle pour vous Je me demande, dites donc. dans le film. Je Oui, ne sais pas, j'hésite. oui vous faites, Mais je pense que quand même, je vous vais faites le accepter. bellâtre. Je ferai le bel Ah art. ben oui, parce que vous avez vraiment... Oui, j'ai le physique. Je n'ai pas qu'un physique de radio. Ouais, ouais. J'ai envie vraiment de vous embrasser, Pierre Michon, pour cet écrit-là. Pour J'écris l'Iliade, parce que c'est un cadeau que vous avez fait, vraiment, quoi, à ceux qui aiment la littérature, à vos lectrices, à vos lecteurs. Il y a quelque chose qui vous place dans une éternité avec ce bouquin, Ouais. et qui vous... Je ne sais pas quoi vous dire, qui vous place au sommet des choses. À mon avis, rarement un livre a été aussi fort, a été aussi profond, va aussi loin dans sa poésie, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de poésie, pourtant c'est plein de poésie. Quelle richesse d'évocation, quelle intelligence, tout est dans ce livre. Vous me voyez là-haut, sur le sommet de l'Olympe? Je crois que vous y avez votre place. Vous m'apercevez? Ah ben oui.
Ils vont faire un statut spécial. Mais ça serait bien. Ouais. Ouais. C'est un très beau livre, Pierre Michon. J'écris l'Iliade chez Gallimard. Il faut le lire. Merci, cher ami. Merci à vous. On est protégé par Paris. Sur nos têtes veille en personne Sainte Geneviève, la patronne. Et c'est comme si qu'on était béni. Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer. Y a plus qu'à se taire, qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Quand je vois tes chats, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débile, c'est étrange, avec les anges. Bah, c'est pas compliqué du tout. En somme, y a qu'à s'écouter vivre. Le reste, on lit ça dans les livres, ou qu'on se dit vous. Tandis que chez nous, y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire, qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Les gens qui se croient intelligents, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus? Les gens, quand ils se sont dit qu'ils s'aiment comme nous-mêmes. Amour toujours, c'est peut-être idiot. Il n'y a pourtant pas d'autre mot pour dire le nécessaire. Quand on veut être sincère. Quand je vois tes chats, moi, ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débile, c'est étrange, avec les anges. J'écris l'Iliade, Pierre Michon. Ce fut un immense privilège de passer cette heure avec Pierre et j'espère que vous êtes heureux et heureux d'avoir pu profiter de ce moment-là grâce à Mise en Page. Un immense merci à Pierre Michon déjà de nous avoir reçus et puis d'avoir écrit ce livre, parce que J'écris l'Iliade est un immense récit. Je vous promets que ce livre est une force dans la littérature du XXIe siècle et je vous promets que sa lecture vous donnera toutes les sensations que vous rêvez d'avoir. J'ai écrit l'Iliade chez Gallimard, ça sort en ce moment, nous en avions la primeur, merci Pierre Michon. Des chansons, il y en avait dans cette émission avec à l'instant la sublime Colette Renard qui a interprété cette chanson d'Irma la Douce avec les anges. Avec les anges, bien sûr, comme ça au milieu de l'Olympe. C'était pour évoquer les cieux de l'Olympe, pour justement cette Iliade de Pierre Michon. David Bowie, Mick Jagger, ouais, ça c'est des mecs qui ont 80 ballets et ils en ont dans le bide, les mecs de 80 ballets. Bowie, bon, un peu moins, mais quand même, Mick Jagger à fond, Michon à donf. Salut papa au passage. Et puis, les petits dieux de la maison, Marie-Paul Bell, évocation justement des petits dieux qui se cachent un peu partout, comme dans la littérature de Michon, où les petits dieux se cachent dans les livres minuscules, mais aussi dans cet immense écrit, j'écris l'Iliade. Pierre Michon, que j'embrasse, que je remercie. Didier Lasséchère, que je salue bien bas pour mettre en onde cette émission depuis 20 ans maintenant, peut-être un peu plus, voire 21 ans, et puis vous, amis de Radio Vassivière, RTF Limoges, Radio Margeride, et puis partout dans le monde, qui écoutez cette émission via Internet, que je remercie d'être fidèles au rendez-vous. À très vite, Lise Michon. Salut.